Bonjour Élodie. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Marc Delaveau, je suis responsable du marché agricole au CIC Sud-Ouest, avec Pierre Martinez, mon homologue du CMMA. Bonjour Pierre. Bonjour à tout le monde. Désolé de ne pas être présent avec vous, mais je serai en appui hors distance si besoin. Merci. Merci Pierre. Nous avons sollicité, dans le cadre de notre partenariat avec Agrodoc, donc Élodie Balland, qui est notre responsable cyberfraude. Élodie, je vais te laisser prendre la parole et donc nous parler de cybercriminalité. Bonjour à toutes et tous. Donc on va entamer cette présentation sur la fraude aux moyens de paiement. Donc on va démarrer par un état des lieux en France en fait en 2023 de l'étendue de la fraude. Donc on va faire des chiffres quand même assez brièvement, on va pas s'étendre trop longtemps, mais c'est pour aussi se rendre compte de cet état des lieux et de l'importance de la fraude. Donc c'est 1,195 milliard de préjudices et 379 millions d'euros de fraude par manipulation. Et on insistera particulièrement sur la fraude par manipulation parce que c'est très prégnant à la fois dans le monde du particulier et aussi dans le monde de l'entreprise. Juste un petit zoom sur les principales sources de fraude en valeur. On y reviendra aussi, mais la partie paiement par carte occupe une part importante. Alors, elle touche l'univers effectivement du particulier, aussi du professionnel. La partie virement, qui représente une grande partie en valeur, puisqu'elle pèse pour 26%. On voit qu'en nombre, en fait, ça pèse assez peu les virements, mais comme ils sont d'un montant conséquent, ça représente une part importante en valeur. Et là, on va être plutôt dans la sphère professionnelle, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis le chèque. Alors, le chèque n'a rien de cyber, mais pour autant, hein, on parle de fraude sur moyen de paiement. Il faut savoir que le chèque est de moins en moins utilisé et il est en fait de plus en plus fraudé puisqu'il pèse encore pour 31% de la fraude. Voilà, c'était un petit peu cet état des lieux pour rappeler que le chèque voilà reste un moyen de paiement qui est fraudé, bien qu'il n'ait rien de cyber. Si on passe ensuite sur la partie synthétique, en fait, pour avoir quelques éléments chiffrés, il faut se dire qu'une entreprise sur deux a subi au moins une tentative de fraude au virement au cours de l'année. Parfois, certaines entreprises en subissent vraiment un nombre important. Donc, c'est bien cette notion, une sur deux. La fraude, elle a abouti quand même dans un quart des cas. Et que les 2/3 des entreprises victimes de fraude, lorsqu'elles sont avérées, ne récupèrent pas les fonds dans leur totalité. Donc, ce sont des grands marqueurs pour se rendre compte effectivement de l'étendue de cette fraude, l'étendue des dégâts, si on peut y parler ainsi. Alors, la fraude, la cybercriminalité, c'est du concret. Hein, voilà, on l'a dit, c'est vraiment un phénomène qui monte fortement et ça prend donc des cas tout à fait clair et concret dans vos exploitations. Donc, par exemple, on le retrouve sur un conseiller agricole dans notre agence qui va recevoir un mail frauduleux. Et en fait, vous avez été victime d'une usurpation de votre adresse email. Et donc là, vous avez le cas de ce mail reçu par notre conseiller qui dit « Je vous prie d'effectuer un virement de 5 890 €. Vous avez ici un IBAN, mais l'IBAN est un IBAN frauduleux. C'est donc l'IBAN de l'escroc. Et donc qui veut vous extorquer cette somme. Un autre exemple qu'on va voir. Voilà, donc là, c'est un autre exemple, mais aussi qu'on retrouve couramment, c'est l'usurpation d'identité d'un fournisseur. Donc là, c'est par exemple un fournisseur qui peut être votre coopérative, un négociant, un fournisseur de votre exploitation agricole ou viticole, et il se fait pirater sa boîte mail. Et là, en fait, vous allez, vous, agriculteurs, recevoir donc un appel de fonds frauduleux vers un RIB détourné. Et donc là, c'est bien l'escroc qui veut extorquer des fonds du fournisseur vers ce RIB frauduleux. Vous avez aussi l'usurpation d'identité d'une banque. Donc là, c'est un conseiller l'escroc qui se fait passer pour un conseiller de la banque ou pour du service fraude en général et qui se révèle être un escroc et donc il va vous réclamer des codes confidentiels pour pouvoir vous récupérer de l'argent.
Voilà, quelques cas concrets qui sont vécus concrètement par nos clients. Merci Marc pour effectivement ces cas vécus. Oui. Si on peut, on va resynthétiser, revenir sur des notions, et puis ensuite je parlerai des différentes typologies de fraude. Et effectivement, on va recaler avec ces exemples, hein, Marc, que tu as donné. Donc, on retrouve une victime qui est une personne morale ou une personne physique, un mode opératoire qui consiste, dans la plupart des cas, en une usurpation d'identité. On verra plusieurs cas d'usurpation d'identité, et qui va vous amener à effectuer un virement bancaire ou un paiement par carte. La conséquence, c'est un paiement carte avec ou sans authentification forte, ou un virement qui est bien réel et irrévocable, hein. Il faut savoir qu'un virement, ça entraîne désaisissement au profit du bénéficiaire. C'est aussi pour ça que les fraudeurs vont majoritairement vers les virements. C'est que les tentatives ensuite les possibilités, les probabilités de récupération des fonds sont assez minimes. Et l'impact, la conséquence, c'est qu'il y a bien un impact financier, un impact commercial. On a aussi des entreprises qui font faillite à la suite d'une fraude. Et un impact également moral, hein, que ça peut être la personne qui a été aussi la victime qui a été ciblée. On verra les différents scénarios qui a été ciblée. Moralement, c'est compliqué aussi derrière, parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité de s'être fait avoir et d'avoir été manipulé. Il faut savoir que les fraudeurs sont quand même très à l'aise et surtout de très bons psychologues pour arriver à manipuler, et que malheureusement on peut tous arriver à rentrer dans le scénario dans lequel ils nous embarquent. Donc en fait les modes opératoires, c'est en amont énormément de prise de renseignements, analyse de l'environnement, de la société, veille internet, organigramme, clients, fournisseurs, commissaires aux comptes. Ils ont une connaissance très poussée de votre environnement, ils vous ont ciblé en amont. Ensuite, ils vont exercer une manipulation psychologique, hein, en exploitant des failles humaines, en soutirant frauduleusement des informations, en exerçant cette fameuse manipulation sur le ton de la flatterie ou de la pression sur l'interlocuteur qui est ciblé pour pouvoir ensuite effectuer ce fameux virement. Ce qu'on relève aussi, c'est une sophistication dans les modes opératoires. C'est-à-dire que ces fraudeurs, ces escrocs, ils se professionnalisent, hein. Ils sont pas tout seuls à agir dans leur coin, ce sont vraiment des bandes organisées. Quand je parlais de la prise de renseignements, la manipulation psychologique, ce n'est pas la même équipe, entre guillemets, qui réalise ces différentes phases. Il faut savoir aussi que les technologies, on en parle beaucoup, elles évoluent, et elles évoluent aussi, les escrocs savent aussi s'en servir. Notamment, on va avoir les imitations de voix, hein. Il y a des tas de logiciels qui peuvent simuler la voix, donc par exemple d'un conseiller bancaire, d'un dirigeant de l'entreprise, de votre fournisseur habituel. Les falsifications de numéros de téléphone aussi, ce qu'on appelle le spoofing. Donc, en fait, vous allez avoir un numéro connu qui va s'afficher, mais en réalité, c'est l'escroc qui est derrière. Et puis, évidemment, on en parle beaucoup, mais l'intelligence artificielle et ChatGPT en particulier permettent aussi d'améliorer les process, puisque notamment dans tout ce qui sera échange de mails, autrefois on avait des mails avec des fautes d'orthographe grossières, enfin on se rendait bien compte que que c'était un fraudeur. Maintenant effectivement on peut produire un peu de verbatim très bien écrit et sans faute d'orthographe, et effectivement qui peuvent tromper aussi la victime. On en vient aux différentes typologies de fraude. Donc on a cette fraude au changement de coordonnées du RIB et de l'IBAN d'un fournisseur. Donc Marc, tu en as parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est une fraude qui peut vous concerner particulièrement, où là on va retrouver un scénario que je présente avec trois pavés. Le fraudeur, il pirate la boîte mail d'un fournisseur ou d'un bénéficiaire de virement en général. Il récupère les informations sur des flux financiers à venir. En tout cas, il a une très bonne connaissance d'une facture que vous allez devoir régler à votre vrai fournisseur. Et il va utiliser la boîte mail piratée, ou bien il va en créer une autre, on y reviendra, hein, qui va y ressembler énormément. Et il va demander par ce biais-là, il a connaissance de cette facture réglée, il va dire voilà, pour la prochaine facture, voire même il va vous fournir cette facture, hein, il l'aura récupérée en amont, et vous dire merci de modifier les coordonnées bancaires pour le règlement de cette facture. Et là, vous allez effectuer le règlement sur ces nouvelles coordonnées bancaires, et le temps que l'escroquerie soit détectée, il est souvent trop tard, surtout sur une fraude au fournisseur, parce que le fournisseur, en fait, le vrai fournisseur ne va se manifester lorsque le délai de paiement sera dépassé, et auquel cas, effectivement, les fonds dans cette typologie de fraude, ils peuvent être partis 3 semaines avant que ça soit détecté,
Et 3 semaines, c'est vraiment très long, effectivement, pour espérer recouvrer les sommes. Donc, la conclusion qu'il faut en tirer, c'est que tout changement de coordonnées bancaires ou téléphoniques, elle doit être scrupuleusement vérifiée, et de votre part avec un contre-appel que vous allez effectuer auprès de votre interlocuteur habituel pour vous assurer effectivement, il a réellement changé de numéro de compte. De la même façon, effectivement, qu'une agence bancaire va passer des contre-appels, vous devez aussi utiliser ce type de procédure et bien sûr auprès d'une personne que vous connaissez, donc vous avez la certitude qu'elle vous apportera la réponse. Une autre typologie de fraude qui sévit actuellement énormément, c'est la fraude au faux service, fraude de la banque. Donc là, ça va toucher à la fois la sphère du particulier, la sphère pro. On en entend beaucoup parler, surtout sur la sphère du particulier avec du paiement par carte bancaire. Donc là, l'escroc, il se fait passer clairement, c'est une usurpation d'identité de la banque. Il se fait passer pour notre service fraude. Et il a un certain nombre de renseignements aussi en ce qui vous concerne. Il peut quelque temps auparavant avoir fait ce qu'on appelle du phishing, c'est-à-dire de l'hameçonnage. Il peut vous avoir adressé un mail, vous y avez répondu pour toute autre raison. Ça peut être les fameux mails de la sécurité sociale, des mails aussi même de certaines enseignes de e-commerce, qui vous demandent des renseignements, vous les complétez. Et ils ont déjà pas mal d'informations sur vous, votre nom, votre date de naissance. Ensuite, ils vont vous contacter en prétextant qu'ils sont en train, qu'une fraude est en cours et qu'ils vont l'intercepter et qu'ils ont besoin aussi pour neutraliser cette fraude de votre coopération. Et donc, ils vont en fait vous amener à exécuter de l'authentification forte, ce qu'on appelle notamment le 3D Secure en paiement carte bancaire en fait, vous allez composer ces codes pensant qu'effectivement vous allez participer à l'interception de cette fraude et en réalité, il est en train d'initier des paiements et dans ce cas-là, c'est compliqué aussi pour vous pour pouvoir contester l'opération parce que vous l'avez validé, vous avez communiqué des codes. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que jamais un établissement bancaire ne va vous demander par téléphone ou par mail des codes de sécurisation, des coordonnées cartes, ni de valider des opérations. Jamais, jamais. Une fraude très proche, on va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est celle aussi qui s'en inspire aux faux techniciens bancaires. Donc là, on a aussi une usurpation d'identité de la banque. Et là, cette fois-ci, c'est plus dans le cadre de périodes de migration ou d'évolution réglementaire. Donc là, en ce moment, on est un petit peu plus tranquille sur cette typologie de fraude. Mais lorsqu'il y a eu notamment le passage au CEPA ou le passage au 3D Secure pour les paiements cartes, il y a eu beaucoup de fraudes de cette typologie où là, c'était en fait un faux technicien bancaire qui prétexte cette fois-ci plutôt des tests ou une mise à jour de votre banque à distance pour vous amener à effectuer des virements qui n'ont rien de virement de test, mais qui sont réellement des fonds qui partent vers des IBAN. La fraude au président, on l'appelle fraude au président. En fait, c'est la fraude d'une manière générale aux dirigeants d'une entreprise. Cette fraude consiste en une emprise vraiment sur la personne qui dispose des pouvoirs d'envoyer élargis sur l'entreprise et de pouvoir envoyer des fonds. Donc là, on va être dans des structures qui sont de taille un petit peu plus importante. Mais en fait, c'est une personne qui se fait passer pour un des dirigeants de la société et qui va contacter un collaborateur afin de lui faire exécuter un virement. Donc en fait, il intervient souvent par mail, bien sûr, parce que ça évite d'être reconnu par la voix. Et puis, ça va être combiné avec un appel téléphonique, par contre, d'un cabinet faux avocat, enfin d'un conseil, d'un faux avocat, d'un faux notaire, qui intervient très souvent dans le scénario. Ça semble grossier et ça marche de façon incroyable. Quand je lis les dépôts de plainte, on peut se dire c'est extrêmement naïf. Et en réalité, non, il faut pas penser ça. C'est juste que le pouvoir de pression et de persuasion et le scénario qui vous est proposé par ces fraudeurs est tellement crédible, Là, la vigilance, c'est vraiment lorsque vous avez un verbatim qui vous parle d'urgence ou de confidentialité ou les deux. Et qu'on vous a choisi parce qu'on sait que voilà, vous êtes une personne de confiance et qu'on va pouvoir s'appuyer sur vous pour pouvoir effectuer ces virements. Voilà. Dernière typologie de fraude que je voulais aborder, Marc, elle se répand beaucoup, elle est de moindre montant
mais pour autant, elle marche très très bien. C'est la fraude au changement d'un RIB IBAN d'un de vos salariés. Donc là, c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose de cyber en réalité, puisqu'il suffit que le fraudeur connaisse le nom de vos salariés et on ne va pas vérifier les adresses de mail de nos salariés. Hein. Donc, en fait, la personne qui va effectuer les paiements de salaire reçoit un mail en disant, ben voilà, j'ai changé de banque ce mois-ci, j'ai un nouvel IBAN, merci de me verser mon salaire à la fin du mois sur tel IBAN. Donc effectivement, là aussi, on est un peu comme sur la fraude aux faux fournisseurs, c'est-à-dire que le temps que l'escroquerie soit détectée, il est souvent trop tard pour récupérer les fonds. Donc de la même façon que pour un fournisseur, tout changement de coordonnées bancaires, y compris pour un salarié, elle doit être scrupuleusement vérifiée auprès de la personne concernée. Voilà. D'accord, merci Élodie. Alors, face à toutes ces différentes typologies de fraude, finalement, comment peut-on s'en prémunir? Quels sont les signaux d'alerte? Et comment est-ce que nos clients doivent réagir? Alors, souvent, je parle pour s'en prémunir, il faut avoir quelques réflexes. Les réflexes, c'est mettre en place une procédure. Alors, elle peut être effectivement écrite, c'est mieux, une procédure en interne pour l'exécution des virements et systématiser ce fameux contrôle des RIB et des IBAN par la procédure du contre-appel que j'ai évoquée. Là, par exemple, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le fournisseur qui vous envoie, finalement, reçoit un faux appel de fonds de la part d'un fournisseur et il s'avère que c'est un escroc. On fait le contre-appel, on appelle le fournisseur pour vraiment s'assurer. Voilà. On appelle le fournisseur sur le numéro que l'on a habituel, pas celui bien sûr qui est sur la facture ou celui qui figure dans le mail, parce qu'aussi on va vous inciter à appeler ce fameux numéro. Donc effectivement, effectuer ce type de contrôle. Sensibiliser, former les collaborateurs à ce risque, c'est important. Assurer une veille sur les escroqueries aux entreprises, se servir d'exemple, se servir même de ce type de webinaire, il sera enregistré pour le rediffuser, pour s'en servir effectivement, pour avoir toujours cette agilité, cette constante idée que voilà, ça peut arriver. C'est pas est-ce que ça va, d'ailleurs c'est pas est-ce que ça va m'arriver, mais quand est-ce que ça va arriver. Maîtriser aussi la diffusion des informations concernant votre entreprise, votre structure, Internet, réseaux sociaux, procédures téléphoniques. Voilà, être vigilant. En fait, si on en dit trop, vous avez bien compris qu'il y avait un travail de la part des fraudeurs et des escrocs de prendre un maximum d'informations. Donc, maîtriser cette information. Et souvent, je parle de capacité d'étonnement. Effectivement, faire preuve de bon sens, c'est vrai que c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais pourtant, c'est bien ça. C'est bien l'humain qui, au final, va arriver à déjouer cette fraude. Donc, prendre le temps d'effectuer les vérifications. Et d'ailleurs, les fraudeurs utilisent très souvent le verbatim d'urgence. Donc, justement, pour vous éviter, pour essayer de vous empêcher de prendre ce temps de la vérification. Bien sûr, sécuriser les installations informatiques, les accès de banque à distance et veiller à la sécurité, bien sûr, de tout ce qui va être banque à distance et ne pas communiquer l'identifiant et le mot de passe, bien sûr, ça va de soi. Les signaux d'alerte, toutefois, le virement international, surtout si vous n'en faites pas, donc si vous avez un IBAN qui démarre par autre chose que FR76, déjà il faut effectivement que tous les warnings s'allument, mais aussi et de plus en plus quand même, c'est en France que partent les virements des fraudeurs. Ensuite, il y a un relais, ça part assez vite à l'international, mais soyez attentifs sur ce qu'on appelle le BIC, c'est-à-dire le BIC, c'est ce qui va avec le numéro de compte, le fameux IBAN. Vous allez avoir, c'est un identifiant qui est propre à la banque. Donc, être vigilant sur le BIC, c'est si vous envoyez des fonds vers un IBAN qui est de la Société Générale, qui est du Crédit Agricole ou du CIC, vous allez lire dans ce BIC en fait les premières lettres de ces banques-là. Si vous voyez un BIC qui n'a rien à voir, il suffit d'aller sur Internet et de taper le BIC que vous allez. Si vous voyez que vous pensez à adresser des fonds au CIC et que vous voyez que la banque qui correspond, c'est une autre banque, c'est que forcément il y a un problème, sachant que les fraudeurs aiment bien utiliser effectivement des RIB qui ressemblent complètement à nos RIB, mais derrière vont modifier et le numéro de compte et bien sûr le BIC. Voilà.
Et ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. L'urgence, la demande d'isolement, de discrétion, le caractère confidentiel, un style inhabituel, que ce soit la flatterie ou la menace. Voilà, ça doit aussi vous alerter sur une probabilité de fraude. Oui. Enfin, oui, comment réagir alors face à cela, voilà. Elodie, comment réagir malgré tout ce qu'on a évoqué, et si la fraude est avérée, comment réagir? Alors, la première des choses à faire, c'est de contacter votre banque pour déclencher une procédure de tentative de rappel de fonds qu'on appelle le recall, qui va en fait nous permettre de nous adresser à la banque bénéficiaire pour intercepter ces fonds, voir en tout cas si on peut les intercepter, s'ils sont arrivés sur le compte du fraudeur et que la somme est toujours sur le compte, ce qui n'est pas toujours le cas du tout, bien sûr, ils vont assez vite. Pour autant, faire tout son possible pour bloquer ces fonds ou une partie de ces fonds. Si on est sur effectivement une fraude à la carte bancaire, bien sûr mettre en opposition cette carte immédiatement. Là, on a des plateformes qui sont toutes banques confondues, ouvertes 24/7, 365. Dans un second temps, mais rapidement, c'est déposer plainte avec un maximum d'éléments. Les en-têtes de mail que vous avez reçus, leur contenu que vous avez reçu des fraudeurs, les numéros de téléphone utilisés par les escrocs, tout ce que vous pouvez, comme me dit souvent la police judiciaire, c'est un peu cantonner la scène de crime et prendre un maximum d'informations pour les communiquer. Et ce dépôt de plainte aussi derrière, en fait, au niveau banque, on en a besoin pour rajouter à la demande de retour de fonds. Donc c'est important que premièrement vous appelez, derrière vous déposez plainte. Et puis il y a les services aussi de police judiciaire qui sont territorialement compétents pour vous assister quand on est dans des cas vraiment de fraude aussi à la data. Vous avez une vraie cyber fraude autour de vos installations informatiques. Il y a aussi des référents cybercriminalité dans les polices judiciaires, donc vous pouvez aussi faire appel à eux. Et si les fonds sont partis à l'étranger, nous ce que l'on conseille souvent, c'est de déposer plainte localement dans le pays des bénéficiaires des fonds, pour confirmer la demande de gel des fonds. Ça sera plus efficace parce que c'est vrai que quand les fonds partent à l'étranger, les coopérations en termes de police judiciaire sont parfois difficiles sur certains pays. Donc, on conseille de déposer plainte. Merci beaucoup, Elodie. Alors, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Quel recours pour un changement frauduleux d'un RIB? Alors là, je vais essayer d'interpréter la question. S'il y a eu un changement frauduleux, alors déjà, est-ce que c'est vous en tant que, vous pourrez compléter éventuellement votre question. Est-ce que c'est vous en tant que bénéficiaire, en fait, on a usurpé votre identité, on a changé votre RIB sur une facture, c'est-à-dire que vous n'avez pas la sanction financière, mais par contre, on a usurpé votre identité. Oui. Moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est quand même de porter plainte pour usurpation d'identité. Et puis, vous pouvez vous adresser à votre banque pour que déjà ce RIB frauduleux, on le blacklist au niveau français, entre établissements bancaires, et qu'on puisse au moins faire fermer ce RIB et qu'il soit plus utilisé. Si vous êtes vous avez subi le changement de RIB et vous avez adressé des fonds vers votre fournisseur, à ce moment-là, on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous avez subi, si les virements sont partis, il y a cette tentative de retour de fonds recall qu'on peut faire. Et si les fonds ne sont pas partis, de la même façon, vous adressez à votre banque pour qu'on blacklist. Vous avez déjoué la fraude, mais on blacklist ce RIB. Ça, c'est important qu'on nous communique en fait des RIB frauduleux pour que ça n'empêche pas les escrocs d'en ouvrir de nouveau, mais au moins ça permet de pas avoir plusieurs dégâts sur un même RIB. Donc je ne sais pas si j'étais couvrante sur la réponse, mais a priori j'ai traité les deux côtés. J'ai une deuxième question de Jacques qui me dit comment sécuriser les échanges avec mon conseiller bancaire. Alors je me propose de répondre. Une manière de vraiment sécuriser l'échange avec votre conseiller, c'est d'utiliser les outils à distance qui sont mis à disposition par votre banque. Dans le cadre du CIC, vous avez l'interface qui s'appelle Filbank qui vous permet de gérer vos comptes. Et dans le cadre de cette interface Filbank, vous avez une messagerie interne totalement sécurisée avec votre conseiller. Et donc, il faut vraiment privilégier
ce canal d'échange, puisque dans ce cadre-là, vous êtes totalement sécurisé et donc c'est vraiment un élément important pour lutter contre la fraude. Une autre question de Julie, comment transmettre de manière sécurisée notre RIB à nos clients? Alors, tu parlais de la messagerie sécurisée sous Philbank. Si vous l'utilisez, vous pouvez effectivement transmettre également votre RIB par ce canal. Ça fait une forme de sécurisation puisque c'est nous qui adressons le mail. Donc, évidemment, ça rapporte de la sécurisation. L'autre possibilité que je rencontre chez certains de nos clients, c'est d'envoyer un RIB via un fichier crypté et d'envoyer via un autre mail le code de lecture. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui permet d'adresser un RIB. Bon, alors si la boîte de réception est totalement piratée, c'est pas parfait, mais ça utilise deux canaux, deux mails différents pour envoyer et que cette lecture puisse se faire uniquement avec un code qu'on reçoit séparément, comme on peut avoir des fois des transferts de documents avec un code de lecture qui est aussi possible. Voilà, ça c'est les façons les plus classiques en fait pour communiquer un RIB de façon sécurisée. Mais attendez-vous à être appelé aussi pour qu'il puisse, parce que si les choses sont bien faites, c'est que derrière il y a aussi un contre-appel qui est fait auprès de vous pour vous assurer qu'effectivement vous avez bien changé de RIB. Et ça sera le bon réflexe aussi de la part de vos clients. C'est vraiment le bon réflexe. C'est remettre de l'humain. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est remettre de l'humain et donc c'est finalement une des meilleures parades. Une autre question qui est peut-être plutôt une précision par rapport à la précédente question. Oui. C'est ça, c'est dit on a changé mon RIB et donc je n'ai pas reçu le paiement de mes factures, 48 000 € de perdus. Alors, vous n'avez pas reçu le paiement de vos factures, mais c'est-à-dire que votre client, c'est lui qui a adressé les fonds à un autre bénéficiaire. Pour autant, il vous doit toujours cette somme, donc normalement, il doit vous payer en fait, sauf si entre-temps, il est plus en capacité de vous payer. Donc là, on rentre dans une autre problématique, mais la vraie victime en théorie sur cette typologie de fraude, c'est votre client, c'est pas vous, parce que lui, il doit s'assurer. Il doit vous payer. Non, mais il doit vous payer. Enfin, c'est lui qui aurait dû faire le contre-appel et s'assurer effectivement qu'il n'y a pas eu de. Voilà, parce que en fait, vous avez une facture exigible dans tous les cas, et sauf à ce qu'il ait fait faillite entre-temps. Il doit vous régler cette somme, et c'est bien votre client qui lui doit se retourner, doit tenter un retour de fonds, mais normalement c'est lui qui s'est fait escroquer et pas vous. Une autre question de Julie. Certains paiements en ligne demandent une authentification forcée et pas d'autres. Pourquoi et comment agir sinon demander? Alors là, les paiements en ligne, vous devez penser au paiement par carte bancaire et vous vous demandez pourquoi le 3D Secure, c'est-à-dire la demande d'authentification forte, elle vous est demandée sur certains paiements et pas sur d'autres. Alors là, c'est quelque chose qui est assez complexe désormais, c'est-à-dire qu'en théorie, le 3D Secure, c'est-à-dire la demande d'authentification, elle est obligatoire désormais au niveau européen, elle est obligatoire pour tout paiement. C'est-à-dire que, en tout cas, le commerçant en ligne, donc la plateforme e-commerce, va lancer une demande de paiement avec une demande d'authentification forte. Pour autant, en fait, c'est votre banque à vous qui choisit de la jouer ou pas. Si elle a toute confiance dans la nature de ce paiement ou s'il est de montant faible, c'est la banque du porteur, donc de la carte, votre banque, qui va décider de ne pas vous demander cette 3D, cette authentification forte. Pour autant, le flux, il est bien parti avec une demande d'authentification forte de la part du commerçant. Je comprends très bien qu'on peut avoir des appréhensions une fois que, désormais, quand on paye et qu'il n'y a pas de demande 3DS. C'est vrai qu'on a l'habitude maintenant de payer. Avant, on râlait parce qu'il fallait sortir le téléphone, la carte, le machin. Maintenant, on est tous habitués. Quand il n'y en a pas, on a un doute. Est-ce que mon paiement est bien enregistré? Est-ce que j'ai bien fait? Ou est-ce que je me suis fait escroquer aussi? Donc, mais en fait, il faut juste savoir que, par exemple, pour un paiement de moins de 50 €, il peut très bien ne pas y avoir
de demande d'authentification forte, mais ce n'est pas forcément le commerçant. Donc, ce n'est pas le commerçant qui a demandé cette exemption d'authentification forte. C'est la banque du porteur de la carte. Voilà. Pour des très gros e-commerçants, eux peuvent bénéficier, voilà, comme des e-commerçants français voilà, qui ont pignon sur rue, ils peuvent demander des exemptions, mais là aussi pour des montants inférieurs à 50 €. Là, je parle vraiment de réglementation européenne, c'est-à-dire où le commerçant et le porteur de la carte sont en Europe. Dès lors qu'on a un des deux qui n'est pas en Europe, eh bien, cette réglementation ne s'applique pas. Donc là, effectivement, quand on achète chez certains très, très gros e-commerçants internationaux, donc qui commencent par un A, effectivement, il ne va pas y avoir, dans la plupart des cas, d'authentification forte. Voilà un petit peu voilà, comment on agit si ce n'est pas demandé. En fait, on s'en rend compte déjà a posteriori. Et en fait, désormais, en fait, quand vous faites un paiement, voilà, faut se dire que c'est du 3D Secure. Donc, qu'il y a une authentification forte derrière. Autre chose, il faut aussi savoir que si, à un moment, il y a un paiement que vous n'avez pas authentifié fortement, vous allez pouvoir le contester. D'accord ? Si vous payez par carte et que, effectivement, il n'y a pas ce 3DS. En fait, cette authentification forte, quand vous la jouez, elle vous protège. Elle vous protège complètement. C'est-à-dire que si vous ne la jouez pas, vous pouvez dire, mais moi, je ne suis pas à l'origine de cette transaction. Enfin, je ne l'ai pas validée. Donc, vous allez pouvoir la contester. C'est pour ça que, globalement, il y a quand même beaucoup plus de transactions avec du 3D Secure qu'avant. Et que il n'y en a pas quand c'est des tout petits montants. Voilà. Très bien. Merci je ne sais beaucoup. pas s'il y a d'autres questions. Je pense que nous avons fait à peu près le tour de toutes les questions. Merci beaucoup, Élodie. C'était très intéressant, très clair. Je pense que nous avons répondu à l'ensemble des questions. Vous pourrez revoir ce webinaire en replay, notamment avec le concours d'AgroDoc. Et nous vous remercions beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.